Qu'est-ce qui va se passer en 2025 dans le monde de la crypto? En voilà une bonne question. Bonne question. Alors avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année. Je sais pas si je l'ai déjà souhaité en fait. On est le 3 février là, on est en bas du range du Bitcoin à 92K, c'est pas terrible, mais ça permet de prendre le temps de prendre du recul justement et de parler un petit peu de l'année à venir. J'espère que cette année d'ailleurs, elle sera aussi enrichissante et excitante que ce que nous a fait vivre l'écosystème crypto ces jours-ci. Hein. Là on s'ennuie pas, c'est sûr. Bon voilà, donc petite confession, hein, j'ai cette vidéo en stock, j'avais envie de la faire depuis un mois je pense. Hein. Ouais, on est le 3 février, donc un mois. Je voulais la sortir plus tôt, mais je voulais attendre que Trump, en fait, il prenne ses fonctions, en fait, pour capter l'ambiance post-investiture. Voir un petit peu les premières décisions, parce que tout ça, ça a influencé énormément le marché de la crypto. Et on le voit ces jours-ci. Du coup, voilà, on en est là, avec du contenu, donc tout frais, mais je sais plus si je vous avais souhaité la bonne année. Donc bonne année au cas où. Parlons donc des grandes tendances pour 2025 aujourd'hui. Suite logique de notre récap de 2024 que j'avais sorti, donc vers le 31 décembre à peu près de l'année dernière. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez y aller, hein, avant de vous replonger ici. Sinon, c'est cool, installez-vous bien. On va décortiquer ce qui nous attend donc pour cette nouvelle année avec quelques-unes de mes réflexions perso sur ce qui pourrait se passer, notamment aussi avec ce qu'on a pu voir là ces jours-ci. Première chose, on va parler du Bitcoin. Forcément le Bitcoin. Star incontestée du monde crypto qui nous ont fait voir de toutes les couleurs. Hein, si vous avez suivi l'évolution en 2024, vous savez déjà que Bitcoin il a franchi une étape majeure, c'est bien, très positif. Il est passé d'un actif spéculatif à un véritable produit d'investissement aux yeux de nombreux particuliers et institutions. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est historique en fait. Là, on a vraiment un changement de paradigme, si on veut utiliser des mots compliqués, là, tu vois. Parce que, si tu penses, pendant longtemps, le Bitcoin, c'était vu un peu comme un pari risqué, un peu comme un ticket de loterie, quoi. Tu vois, un truc numérique, mais voilà, quoi. Et en 2024, tout a changé. Les grandes institutions, les gestionnaires d'actifs et même certains gouvernements, ils ont commencé à intégrer tout ça dans leur portefeuille d'investissement. Pour eux, Bitcoin, c'est plus juste une curiosité, c'est une solution. Et avec cette reconnaissance, Bitcoin, il a atteint des sommets incroyables. On a d'abord tapé les 107, 108 000 dollars, et puis ensuite on est venu titiller les 111, 112 000 dollars, donc après l'investiture de Trump, et puis ces projets, ces histoires de réserves stratégiques. Donc pour beaucoup, voilà, c'est un rêve qui est devenu presque une réalité, quoi. C'est surréaliste. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est de comprendre pourquoi ce changement de perception s'est produit. Et c'est pas juste une question de chiffres en fait. D'ailleurs, on voit avec les chiffres qui rebaissent là. C'est une question de confiance, de validation et de reconnaissance mondiale. C'est une révolution cette fois-ci, on peut le dire. Donc, on va regarder plus en détail les moteurs de cette progression plutôt fulgurante quand même. En tout cas, sur la deuxième partie de 2024, ça a été assez intéressant. Donc, rappel, ce qui fait de la valeur intrinsèque de Bitcoin. Bitcoin, c'est quoi? C'est un actif qui est décentralisé, déflationniste, avec une émission strictement limitée à 21 millions d'unités. Tout est transparent, tout est traçable sur la blockchain publique, c'est pour ça que ça s'appelle une blockchain publique, et aucun gouvernement, j'insiste, aucune banque centrale ne peut manipuler son approvisionnement. Bien sûr, ils peuvent jouer avec les cours, vendre tout d'un coup, etc. C'est sûrement ce qu'on voit ces jours-ci. Mais voilà, dans un monde où la confiance dans les monnaies fiduciaires s'effrite, c'est super intéressant, c'est un atout inestimable. Et puis justement, ces monnaies fiduciaires, depuis 2009, année où Bitcoin est né, les banques centrales du monde entier ont massivement émis de la monnaie. Tu vois, ils impriment, la machine à billets fait brevet, tu vois c'est le truc que tu vois partout, quoi. Ça a entraîné une perte de pouvoir d'achat pour beaucoup de devises. Vous l'avez peut-être ressenti, vous aussi, dans votre vie quotidienne, tu vois, ce que tu pouvais acheter pour une somme donnée il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est bien plus cher, tout simplement. Bitcoin, en tant qu'actif déflationniste, agit comme une réserve de valeur face à cette dépréciation. Et ça fait du bien. Et ça fait sens en fait du coup d'investir là-dedans encore une fois en tant que réserve stratégique en tout cas. Et puis justement on a aussi l'adoption institutionnelle. En 2024 on a vu des gestionnaires d'actifs majeurs comme BlackRock et d'autres se lancer dans les ETF spot Bitcoin. Ça a permis il y a des milliards de dollars d'affluer dans l'écosystème. Les grandes institutions qui ne pouvaient pas avant investir là-dedans considèrent maintenant Bitcoin comme une solution pour se protéger contre l'inflation et diversifier aussi leur portefeuille. Et du coup leur confiance ça inspire d'autres acteurs qui crée un effet boule de neige. Quand on combine tout ça à la rareté de Bitcoin, la perte de valeur des monnaies classiques, tu vois, l'adoption par les géants de la finance, tout ça, quand tu combines tout ça, tu comprends pourquoi est-ce que Bitcoin il est là où il est aujourd'hui. Et c'est que le début, peu importe les corrections qu'on pourra avoir. Et si tu prends un moment pour regarder l'impact de cette dépréciation monétaire sur le prix de Bitcoin, tu comprends en fait pourquoi c'est que le début.
Les chiffres, en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Si tu estimes, en fait, que la valeur des devises a baissé, par exemple l'euro, la valeur du pouvoir d'achat de l'euro a baissé de 25% au cours des 15 dernières années, bah, un prix de Bitcoin à 75 000 $, ça fait tout à fait sens, en fait. Maintenant, si une dépréciation, par exemple, elle était à 50% sur ces 15 dernières années, un Bitcoin à 100 000 $, c'est totalement justifié aussi, en fait. Et il y en a pas mal de devises aussi qui ont perdu 90%. En fait, le prix réel de Bitcoin, pour eux, ça devrait être bien au-dessus de 100 000 $, en fait. Il faut voir aussi au niveau mondial ce que ça donne. Peut-être que l'euro, il n'a pas perdu tant de valeur par rapport à certaines plus petites monnaies, mais quand tu regardes au niveau mondial, en fait, ça fait tout à fait sens, en fait, de voir cette progression du prix du Bitcoin, parce que ça reflète pas seulement la demande croissante, en fait, du Bitcoin, mais aussi cette perte de valeur systémique des monnaies traditionnelles. Donc ça fait sens de trouver le Bitcoin là qui oscille depuis quelques semaines, quelques mois, entre 92 et 107 K. Le prix de Bitcoin, aujourd'hui, c'est pas juste une bulle, c'est pas une exagération, c'est une réponse logique aux faiblesses fondamentales des systèmes monétaires traditionnels. Et c'est ça qui fait la force de Bitcoin. Donc, on a compris le passé, on a compris le présent. Parlons maintenant de l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Bitcoin en 2025? Jusqu'où ça pourrait aller maintenant? C'est pour ça qu'on regarde cette vidéo, après tout. Est-ce qu'on peut rêver plus grand que 111K? Spoiler alerte. Oui, la réponse est oui, tu vois. Oui et un grand oui. Beaucoup, en fait, d'analystes et d'experts prédisent que Bitcoin pourrait atteindre des nouveaux sommets historiques cette année. Certains parlent même d'un prix autour de 200 000 $. Pour la plupart, en fait, je voudrais dire, pas certains, parce qu'il y en a certains qui vont beaucoup plus haut, 500 000, 1 million, voilà. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que c'est réaliste? 200 000 $. Déjà, les fondamentaux, ils restent solides. L'adoption institutionnelle va se poursuivre. Les ETF spot Bitcoin qui ont fait leur apparition en 2024 attirent toujours plus de capitaux institutionnels. Le rôle de Bitcoin comme valeur refuge dans un contexte économique mondial incertain fait forcément que croître là aussi. 200K, c'est pas demander beaucoup. Bien sûr, il faut prendre en compte les incertitudes, comme on peut les avoir justement ces jours-ci avec ce qu'on a eu avec DeepSeek, ce qu'on a eu avec les taxes de Trump, etc. Tu vois. Parce que d'un côté, tu as les politiques monétaires et économiques, tu vois, sous l'administration de Trump. Tu as des mesures qui sont pro-croissance, qui peuvent exacerber l'inflation aux États-Unis, ce qui favorise Bitcoin. De l'autre côté, voilà, la question de tout ce qui est régulation, la géopolitique internationale, etc. Tu vois. Forcément, aussi avec une comment est-ce qu'on pourrait dire, une adoption du Bitcoin qui est accrue. De plus en plus de tout ce qui est régulation, surveillance, etc. vont pointer le bout de leur nez. On le voit déjà beaucoup en Europe, mais aux États-Unis, forcément, ils essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent contrôler ça aussi. Mais dans l'ensemble, en fait, voilà, tout semble indiquer que on rentre dans une période qui est très favorable pour Bitcoin, tout simplement. Si vous pensez que 200 000 $, c'est ambitieux, rappelez-vous que chaque grande étape dans l'histoire de Bitcoin semblait impossible et ambitieuse avant qu'elle se réalise. Et si pour vous ça paraît totalement logique, comme pour moi, ça fait sens. Voilà. C'est raisonnable, je pense. Je pense que 200K, c'est vraiment raisonnable. 250K, c'est raisonnable. Après avoir vu les incertitudes et comment se comporte le marché depuis fin janvier, c'est raisonnable. 500K, 1 million, peut-être pas. Mais 200-250K, ouais, je pense qu'on peut y aller. Bon, c'est pas un conseil financier, NFA, je sais pas quoi là. Mais ça me semble plausible. Quoi qu'il en soit, Bitcoin va faire parler de lui. Et forcément, il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas en posséder. C'est ce qui va nous amener d'ailleurs à un second point pour cette année, les meme coins. Les meme coins. Imaginez-vous, vous êtes un nouvel investisseur avec un budget limité. Vous regardez le prix du Bitcoin, justement, on est dans les 100K, même de l'ETH, dans les 3K. Bon, l'ETH, ça fait longtemps qu'il est dans les 3K, mais bon. Ça peut être décourageant parce que c'est cher déjà. Les meme coins, par contre, ils ont un coût unitaire qui est très bas. On peut en acheter des milliers, voire des millions avec une petite somme. Ça donne une impression d'abondance, de richesse, c'est très attirant. Et on a pas mal de gens qui se disent le Bitcoin est trop cher, je vais acheter des meme coins. Et puis on a le rêve du profit rapide. Les meme coins, c'est très volatile. C'est exactement ce qui fait leur succès, ça plaît. On a tous entendu ces histoires-là incroyables. Tu vois, quelqu'un qui investit 50 $ dans un meme coin et le lendemain matin ou quelques mois plus tard, il se réveille un jour et puis il est millionnaire, quoi. Donc oui, c'est rare. Mais cette possibilité existe et elle est suffisante pour attirer des milliers de nouveaux investisseurs dans les meme coins, quoi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que beaucoup du coup de ceux qui investissent dans les meme coins le font avec un objectif clair. Utiliser leurs gains pour acheter des actifs plus solides derrière, comme le Bitcoin. Ils se disent, je vais jouer avec les meme coins, je vais faire 100K, 1 million. Si je réussis, je mettrai ça dans le Bitcoin ou dans l'ETH. Les meme coins, c'est donc un tremplin, une étape vers quelque chose de plus grand. Et ce qui se passe ensuite, c'est un cycle fascinant où les nouveaux investisseurs les plus chanceux
ou les plus avertis, mais souvent c'est les plus chanceux dans les meme coins, réussissent à multiplier leur mise. Une fois qu'ils ont fait des gains, certains vont mettre ça dans les altcoins, comme Ethereum, Solana, etc., qui sont plus stables, avec des cas d'utilisation concrets, etc. Et avec le temps, les investisseurs les plus aguerris qui auront réussi à démultiplier les meme coins, puis les altcoins, finissent donc par transférer tous leurs fonds dans Bitcoin. Et c'est là que tout converge en fait vers l'actif le plus solide et le plus reconnu, Bitcoin. Et je pense que c'est ça qu'on va voir en 2025, un tri naturel. Beaucoup de nouveaux investisseurs, je vais y arriver, vont tout perdre sur des projets malhonnêtes ou parce qu'ils n'auront pas géré leur argent, tu vois. Ils vont quitter le marché, ils vont être découragés. Seuls les plus résilients, ceux qui comprennent vraiment la dynamique du marché, vont rester, les plus chanceux encore une fois, et ça sera eux qui vont du coup renforcer la domination de Bitcoin sur le moyen long terme. C'est un cycle qui est en apparence chaotique, mais qui pousse toujours plus de fonds vers Bitcoin. C'est pour ça que certains experts envisagent des prix incroyables pour l'avenir pour Bitcoin. Vous parlez de 500K à 1 million, en fait, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça, en fait. Ils voient 2025 comme une année qui va être beaucoup dans les meme coins et les gens vont mettre leur profit dans Bitcoin. Mais bon, voilà, on va voir. Faut toujours se mettre à la position inverse et se dire qu'est-ce qui pourrait limiter cette folie, qu'est-ce qui pourrait être contre les meme coins, tu vois. Parce que tu vois, si ce cycle se produit, on va avoir un scénario en 2 étapes. Premièrement, on va avoir l'explosion des meme coins, qui sera sûrement folle avec les technologies IA qui facilitent la création et la diffusion de meme coins, sans compter les outils comme PumpFun, la blockchain Solana, tu vois, qui rendent le phénomène encore plus viral beaucoup plus facilement. Mais on a aussi la deuxième étape, en fait. Quand quelque chose devient mainstream, ça attire l'attention des régulateurs. Les meme coins, ils feront pas exception si on a une grosse explosion. Et une fois que ça va s'établir, que ça va exploser, etc., j'ai peur que les gouvernements, les régulateurs, ils interviennent et qu'ils nous freinent un petit peu tout ça. Donc voilà, l'objectif forcément pour eux, ça va être de dire ouais, on veut contrôler les abus, tu vois, arrêter les projets frauduleux, les manipulations de marché, etc., tout en encourageant les projets sérieux et de qualité. Mais bon, dans le monde des meme coins, s'ils font ça, ça va piquer quoi. Cette régulation, elle pourrait complètement tout freiner, cette explosion des meme coins et tout casser cet afflux de liquidités vers Bitcoin. Donc on va suivre ça. Une chose est sûre, c'est que si ça se passe comme je le vois moi, ça va être excitant. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de 2025 qui pourrait être intéressant? Les stablecoins. Stablecoin, ça va pas forcément évoluer en prix, mais l'adoption, je pense que ça va être intéressant parce que c'est devenu essentiel. Faut en parler des stablecoins. Ce marché-là, je pense qu'il va exploser en 2025. Ça fait partie de mes prédictions. C'est pas aussi excitant que le reste. Les 2 points suivants sont peut-être un peu plus excitants, mais voilà, les stablecoins, c'est plus une option maintenant. C'est une nécessité. Et si tu vois l'Amérique latine, par exemple, en fait, en Argentine, au Venezuela, etc., les taux d'inflation, ils ont des niveaux insoutenables. Les monnaies locales, elles perdent chaque jour leur valeur. Pour le quotidien, les gens ils vont pas utiliser le Bitcoin, ils vont utiliser des stablecoins adossés à des monnaies plus stables, comme le dollar américain par exemple. Tu vois, c'est dans ces pays-là, c'est le refuge préféré des citoyens, quoi. T'imagines un salarié en fait au Venezuela, il préfère maintenant recevoir son salaire en USDT qu'en bolivar parce qu'il sait que d'ici quelques jours, si c'était en bolivar, la valeur de ses économies dans cette monnaie locale, elle pourrait s'effondrer. Et cette tendance, en fait, elle va continuer, je pense, bien plus loin que tout ça d'ailleurs. Même les entreprises locales, les commerçants, les freelancers à distance, etc., tout ça, ils commencent déjà à utiliser les stablecoins comme principal moyen de paiement. C'est une petite révolution aussi qu'on va pouvoir voir se dérouler en 2025. C'est une révolution silencieuse mais puissante. Et puis ça se limite pas seulement à l'Amérique latine. De toute façon, la crise économique mondiale, elle s'aggrave. On le voit avec les Trump là, qui viennent rajouter des taxes sur tout le monde, etc. La crise, on la voit s'installer, c'est clair, tu vois. L'inflation, elle va être difficile à maîtriser dans pas mal de pays. Et ces tensions géopolitiques, elles mettent le monde au bord d'un conflit majeur. On pourrait aussi augmenter tout ce qui est le nombre de guerres et compagnie dans les mois à venir. La stabilité des stablecoins, elle devient un atout incontournable dans ce genre de situation pour payer facilement et transférer aussi son argent d'un token à l'autre, quoi. Donc ouais, on a pas mal de scénarios qui se dessinent pour 2025 au niveau des stablecoins. Forcément, je pense qu'on pourrait passer un cap symbolique. Le marché des stablecoins, c'est notamment de l'USDT. On pourrait dépasser les 300 milliards de dollars de capitalisation. Trilliards, je sais plus c'est quoi le mot. Parce que les besoins en paiement transfrontalier continuent de croître. Et les stablecoins, tu vois, ça se limite pas au marché crypto en fait, ça s'intègre aussi maintenant dans des domaines comme le commerce international, les règlements financiers, les achats du quotidien, enfin tout ça quoi. C'est pas que dans les pays en crise en fait, les pays modernes aussi utilisent ça. Si tu regardes Dubaï, ils ont lancé, quand j'étais à Dubaï la dernière fois en octobre 2024, il y a quelques mois, les stablecoins aussi en AED et compagnie, tu vois, c'est des régions où les stablecoins font déjà partie du paysage. Et c'est que le début, donc voilà. Puis t'as d'autres pays qui sont en quête d'innovation et d'efficacité qui pourraient suivre. Parce que cette tendance, elle s'inscrit dans une volonté de se démarquer aussi.
en adoptant des solutions modernes pour répondre à la demande croissante, en fait, à déficience numérique, ces pays-là, c'est pas juste pratique pour eux, en fait, c'est aussi un symbole pour ces pays. Un symbole de progrès, un symbole qui peuvent s'adapter, qui sont prêts pour un avenir où les monnaies numériques vont jouer un rôle central, tu vois, un symbole de modernité, quoi. Même moi, de toute façon, j'ai une certaine fierté à utiliser la crypto au quotidien, tu vois, moi, je me sens en avance sur pas mal de monde, tu vois. À l'échelle individuelle, les stablecoins, ça transforme la vie, quoi. Et si t'es passionné de crypto et tout ça, forcément toi aussi, quoi. Bon, prenons quelques exemples concrets d'ailleurs au quotidien si ça vous intéresse, mais je peux en faire une vidéo, hein. Moi, j'utilise des plateformes comme Bitrefill pour acheter des cartes cadeaux virtuelles et faire mes emplettes. Super pratique, surtout pour les courses, donc au supermarché ou d'autres dépenses du quotidien, etc. Il y a Travala aussi pour tout ce qui est voyage, avion, hôtel. C'est un peu comme Booking.com, je sais pas si tu connais Travala, mais avec un énorme avantage, c'est que tu peux réserver tes billets d'avion ou tes hôtels directement en crypto. Ça simplifie tout quand tu veux rester dans cet écosystème. Et ce que je trouve qui est fascinant, c'est que ces outils, ils arrêtent pas de s'améliorer. Tu vois, chaque année, ça devient de plus en plus facile de vivre uniquement avec des cryptos, quoi. Maintenant, j'ai les cartes aussi. La carte Red quoi? Je sais plus, j'ai oublié le nom. Et Cast aussi, K-A-S-T, que j'utilise beaucoup. Enfin, c'est un challenge que vous devriez essayer, quoi. Essayer de vivre à 100% avec des cryptos en 2025. Entre, voilà, les paiements simples, les voyages, les courses, les hôtels, etc. C'est un défi qui est plus si difficile maintenant, en fait. C'est plus vraiment un défi, en fait. C'est de plus en plus accessible, quoi. Donc, n'hésitez pas aussi à faire le test. Je pense que cette tendance, elle va continuer à s'accélérer. Bon pour les stablecoins aussi, hein. Et honnêtement, voilà, c'est un terrain de jeu qui est passionnant pour moi, intégrer les stablecoins dans ma vie quotidienne. Parce que c'est pas seulement pratique, voilà, c'est une manière de contribuer à cette adoption de la crypto et de montrer que on peut déjà accomplir pas mal de choses aujourd'hui avec tout ça. Il n'y a pas que les stablecoins qui font partie de la vie quotidienne. D'ailleurs, on peut revenir sur les investissements aussi, hein, à la DeFi qui remplace aussi les banques, etc. Tu vois, enfin, voilà. En parlant de la DeFi, tiens, parlons d'ETH, Ethereum. Ethereum. Ethereum qui a 3K aujourd'hui, qui est toujours à 3K. Ethereum, c'est un géant de la crypto et pourtant 2024, ça n'a pas été une année facile pour la chaîne. Beaucoup d'utilisateurs, moi y compris, ont ressenti des frustrations, je les ressens encore là maintenant. Les frais élevés, la lenteur de la chaîne, etc. Tout ça, ça freinait pas mal de monde. J'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo du bilan sur 2024 de cette frustration, donc faut pas trop en parler, mais je voudrais parler d'Ethereum ETH, le token. Pas seulement de la blockchain cette fois-ci et de tous les conflits et tout le drama qu'il y a autour de ça. Le token, si on regarde le token ETH, il y a vraiment des raisons quand même d'être optimiste. Oui, optimiste. Quand tu regardes les solutions de Layer 2 comme Base, Arbitrum, Optimism justement, tout ça, ça change la donne. Ça rend l'écosystème Ethereum plus rapide, moins coûteux, plus compétitif. Et je pense vraiment que ce sont les L2 qui font bouger les choses aujourd'hui, les Layer 2 qui font bouger les choses aujourd'hui. Et c'est pas tout, tu vois, les régulations autour de l'écosystème Ethereum, la DeFi, etc., ça commence aussi à évoluer. Ça pourrait jouer un rôle très positif. Donc, bien sûr, on sait pas encore exactement quel sera l'impact en 2025, mais les signaux, pour l'instant, sont plutôt bons pour la DeFi. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Ethereum, le token ETH cette année? Beaucoup de choses passionnantes, je vous le garantis. Et puis on a les NFT aussi qui reviennent sur le devant de la scène. On parlait des meme coins, les NFT ça va avec. Tu vois, c'est la tendance des meme coins que l'on a observé en 2024 continue. On voit ce retour en force des NFT. Donc ils n'ont jamais vraiment disparu les NFT, mais on les a un peu oubliés. Et si un marché revient en pleine croissance, un bull market, etc., la blockchain Ethereum, ça reste la plateforme dominante pour les NFT aussi, hein, pour la DeFi et tout ça aussi. Donc on peut le dire. En passant, c'est un bon point. Les L2 aussi, donc on en parlait, Base à l'instant, il y a pas mal de projets à suivre sur Base aussi. Et bien sûr, il y a d'autres L2 qu'on a évoqués aussi. On peut parler du ratio BTC Bitcoin ETH. Je vous parle souvent de ce ratio que je compare souvent au Gold to Silver ratio, tu vois. Il semble prêt aussi à rebondir. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal d'améliorations constantes de l'expérience utilisateur sur ETH, sur Ethereum. Mais aussi, on a l'adoption institutionnelle qui continue de croître. On en parlait pour Bitcoin, mais c'est pareil pour ETH. Et puis, il y a Layer 2, donc les NFT, le bull run, le cycle habituel avec la alt season, qui devrait suivre, même si la alt season ne sera pas pareille cette année, j'en ai fait une vidéo. Autre point intéressant à surveiller, donc, je vous parlais des institutions. La diversification institutionnelle. Vous savez, Bitcoin et Ethereum sont souvent comparés à l'or et à l'argent. On vient de parler du ratio BTC to ETH. Bitcoin comme une réserve de valeur, un actif sûr et immuable, et Ethereum comme une plateforme plus dynamique, capable de supporter des applications et des cas d'utilisation variés. Pour les investisseurs institutionnels, cette combinaison, en fait, elle est idéale. En 2025, on pourrait voir de plus en plus de portefeuilles qui incluront ces deux actifs comme des piliers complémentaires. Cette diversification, elle renforce vraiment l'attractivité d'Ethereum. On a maintenant d'ailleurs des ETF qui sont déjà mix. Donc pour le prix d'Ethereum maintenant, personnellement, je suis convaincu qu'un nouvel ETH
est à portée de main, même si on est à 3000 aujourd'hui, qu'on était à 3000 la semaine d'avant et à 3000 la semaine d'avant et qu'on est toujours à 3000 depuis je sais pas combien d'années là. Je pense qu'on peut y arriver cette fois-ci avec un petit bull run. Les prévisions varient beaucoup par contre, hein. Certains parlent de 7000 $, d'autres de 15 000 $. Si je devais donner une estimation raisonnable, je dirais que on pourrait aller titiller les 10 000 $, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on stagne ensuite plus dans les 7000, 7500. Voilà, je pense qu'on peut arriver à quelque chose avec Ethereum. Et quand on voit aussi à quel point les gens en accumulent dernièrement, les baleines ou même le World Liberty Financial de Trump et compagnie, ce qu'ils nous prévoit pour la DeFi et compagnie, on voit du potentiel pour Ethereum. Bon, quoi qu'il en soit, 2025, ça s'annonce comme une année charnière pour les cryptos avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence donc aux États-Unis, hein, les politiques favorables à la crypto, le cadre juridique qui est plus clair, le soutien accru pour les entreprises technologiques qui travaillent dans le domaine de la blockchain, tout ça, ça va être intéressant à suivre. On arrive dans le bull run, peut-être pour mars, on va voir. Hein. En octobre 2024, tu sais, j'avais assisté à la Binance Blockchain Week à Dubaï où CZ il avait tenu un discours qui était quand même très inspirant. Il a parlé de la croissance inévitable des cryptos, de leur rôle central dans l'économie, etc. Et à ce moment-là, ça a vraiment renforcé ma conviction qu'on est à l'aube d'une période exceptionnelle pour cet écosystème. Bien sûr, on a toujours la volatilité, bien sûr, on est toujours dans le range, mais ça peut péter à tout moment et je pense que ça va être une année intéressante. Donc préparez-vous, 2025, ça va être une année clé, je pense, pour ceux qui sont prêts à en tirer parti, que ça soit en prenant position, en innovant ou tout simplement en observant cette révolution se dérouler sous nos yeux si vous vous investissez pas. Ça sera d'ailleurs le premier vrai bull run pour mes enfants, le premier vrai bull run qu'ils vont vivre après que je les ai initiés à cet univers des cryptos. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont apprendre et surtout de continuer à leur transmettre cette passion pour un monde numérique décentralisé. Voilà. Je suis sur les tanks d'eau, là, faut que je vérifie un petit peu ce qui me reste comme eau, mais à voir le truc, j'en ai encore un petit peu. J'ai hâte de voir ce que vous allez aussi apprendre vous, parce que c'est aussi ça finalement, tu vois, la beauté des cryptos, c'est pas seulement une histoire de chiffres ou de technologie, c'est une aventure humaine, tu vois, un voyage, un apprentissage, tu vois, une opportunité de participer à la construction d'un avenir différent. J'ai l'impression d'entendre le gars là dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, machin, mais c'est tellement ça, quoi. Donc je suis ravi, voilà, de pouvoir partager avec vous cette aventure, avec vous, voilà, ma communauté. J'arrête là. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos prévisions pour 2025, quels sont vos espoirs, quels sont vos projets, quelles sont vos craintes, vu que là on est en bas du range, il y en a pas mal qui doivent paniquer aussi. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour rien manquer. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente année 2025. Prenez soin de vous. Merci et au revoir.